Le M3 à la rentrée. Les matchs de la NBA dans le Vision Pro. FaceTime sur Apple TV, très convaincant. iPhone Papyrus. Elon dégaine le chéquier. Lundi 17 juillet 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne à Week, épisode 439. Bonjour à toutes et à tous. Il y aura une deuxième keynote à la rentrée en octobre après la keynote de l'iPhone 15 et de l'Apple Watch en septembre, et cette deuxième keynote sera principalement consacrée au premier Mac à processeur M3. C'est ce que croit savoir Mark Gurman de Bloomberg dans sa newsletter dominicale Power On, et on n'est pas vraiment surpris, Fabrice. Non, pas vraiment, parce que c'est ce qu'on a dit tout de suite quand on avait vu sortir le MacBook Air 15 pouces en M2, ce qui est sorti quelques mois après la version 13 pouces traditionnelle. On s'est dit, oh là là, il risque de pas durer longtemps. Ce qui est donc probablement le cas, si ce que dit Mark Gurman s'avère, c'est que il y aura probablement, parce que c'est par là que ça commence, des machines à processeur M3 tout court. Donc ça veut dire Mac Mini et MacBook Air. Et potentiellement, les MacBook Air seraient remplacés. Donc les MacBook Air actuels M2 seraient remplacés maintenant, très rapidement, par les MacBook Air M3, mais dans ces cas-là, tous les deux en 13 pouces et 15 pouces. Et on parle aussi du MacBook Pro 13 pouces. Les 14 et 16 pouces arriveraient dans un deuxième temps. Voilà, c'est toutes les machines à processeur M tout court. Alors c'est vrai que j'ai tendance à oublier le MacBook Pro 13 pouces, qui n'a de pro que le nom et qui malheureusement reste acheté par tout un tas de gens qui pensent obtenir une machine meilleure que le MacBook Air, ce qui est donc pas le cas, à part peut-être pour ceux qui aiment ça, la Touch Bar. On savait déjà depuis la keynote du 5 juin que le jeu NBA 2K 2023 arriverait sur le masque de réalité mixte d'Apple. On apprend maintenant que la NBA et Apple travaillent, je cite, étroitement ensemble pour amener le basket américain sur Vision Pro en réimaginant l'expérience sur les bords du terrain. Confidence du patron de la NBA Adam Silver au New York Post pendant la conférence de Sun Valley, une conférence très prisée des milliardaires à laquelle Tim Cook d'ailleurs assistait ces dernières heures, Fabrice. Alors voilà, on se posait la question dans le dernier bonus de l'hebdomadaire, à quoi ça pourrait servir un Vision Pro pour visualiser tout un tas de programmes. Et avant que ce soit les épisodes de série, je pense qu'on voit à quoi ça peut servir là dans le sport, c'est-à-dire une caméra 360 degrés qui serait posée au niveau des premiers rangs justement des sièges, là où sont posés les entraîneurs, etc. On pourrait, je pense, même vendre des tickets où on aurait le droit d'être placé au même endroit que les entraîneurs et les autres joueurs qui attendent sur le banc des remplaçants, par exemple, et on pourrait tourner dans tous les sens pour regarder le match, regarder l'angle qu'on veut, se retourner vers les spectateurs, etc. Et donc là, c'est un masque de réalité virtuelle qu'il faut pour faire tout ça. Je pense que c'est pas pour rien que Apple investit dans le sport, c'est notamment pour proposer des ajouts de ce genre. Le Vision Pro, premier produit avec une équipe dédiée chez Apple, comme le confirme Mark Gurman, selon qui l'ex-Technology Development Group, dirigé par Mike Rockwell et qui a préparé la conception et le lancement du masque depuis 2016, vient d'être rebaptisé Vision Products Group et englobe tous ceux qui travaillent sur le masque, software, hardware, etc. On remarquera aussi le S à la fin de Products, qui laisse espérer plusieurs déclinaisons du Vision Pro, notamment une V2 et aussi une version plus abordable. Oui, c'est ça, en 2032. La sortie des bêtas publics d'iOS 17 et de tvOS 17 permettent de tester la nouvelle fonction liée à FaceTime sur Apple TV en utilisant son iPhone comme caméra posée devant l'écran de télé. Une nouveauté très convaincante qui suppose quand même de réussir à faire tenir l'iPhone devant son écran plat, Fabrice. Oui, alors bon, au moins pour tester, on peut trouver de quoi le coincer. Alors je propose la pâte à fixe, c'est formidable la pâte à fixe, ça sert à tout. J'ai hâte d'essayer ça. Donc finalement, moi j'ai mis la bêta de iOS 17 sur mon iPhone, qui marche plutôt bien. On en reparlera, je pense, dans l'hebdo, il y a 2-3 trucs qui marchent pas. Après, j'ai hâte d'essayer parce que surtout quand on a, par exemple, des HomePod ou HomePod mini attachés à l'Apple TV, qui normalement sont un complément assez naturel, mais on sait aussi qu'il y a souvent un décalage de son
quand on utilise les HomePod, et donc je sais pas s'ils arrivent à faire en sorte que ça fonctionne bien dans le cadre d'une visio avec FaceTime. Je vais essayer de voir si je peux faire ça avant l'hebdo pour témoigner. On parlait pliable très récemment dans la quotidienne iWeek. Voici le retour de l'enroulable avec un nouveau brevet accordé à Apple jeudi dernier. Il pourrait s'appliquer à un iPhone, même si l'enroulable ici est assez surprenant puisqu'il décrit un écran enroulable à la manière d'un papyrus égyptien. Oui, alors c'est rigolo. Alors, il faut toujours se méfier des images de brevets et puis de ce que ça peut donner à l'arrivée, parce qu'on va pas tenir un iPhone ou un iPad avec une partie enroulée dans chaque main, et puis la partie enroulable, je pense qu'on la verra pas. C'est ce qui se passe par exemple avec les écrans de télé enroulables, où il y a une base à l'intérieur de laquelle l'écran s'enroule. Et qui comme ça il est bien protégé. L'écran enroulable a un vrai avantage par rapport à l'écran pliant, c'est que justement on ne le plie pas, donc du coup il n'y a pas de marque au milieu. C'est ce qu'on voit sur tous les smartphones pliants aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même une marque au milieu qui en plus n'a pas l'air de s'améliorer au fur et à mesure des semaines et des mois d'utilisation. Donc j'ai un peu hâte de voir ça. Je suis pas sûr que ça marche avec un téléphone, parce que du coup il faudrait une partie un peu plus épaisse pour accueillir l'enroulage. Et puis 2 semaines pile après l'arrivée de Threads, Twitter sort le carnet de chèques pour retenir les gros comptes d'influenceurs. $37 000, c'est le virement effectué vers le compte de Billy Marcus, le fondateur de Dogecoin, dont Elon Musk est fan, entre parenthèses, pour ses 2 100 000 followers. D'autres ont eu la surprise de recevoir un peu moins de $10 000 chacun, dans le cadre de ce programme de partage des revenus publicitaires avec les créateurs. Alors il y a une chose qu'on peut dire depuis l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter, c'est que ça fait vraiment bouger le monde des médias sociaux. Parce que avant ça ronronnait, et puis on aimait ça, on n'aimait pas ça, et puis depuis qu'il a pris cette position et aussi tout un tas d'autres positions qu'on aime ou pas, du coup il y a quand même un mouvement d'utilisateurs, un peu vers Mastodon, on a vu, un peu vers Threads, voire beaucoup. Donc ça fait bouger tout un tas de frontières. C'est vraiment intéressant pour ça, en fait, je trouve. Et notamment, ça remet aussi en question la viabilité même financière de tous ces réseaux, parce qu'on voit bien que c'est très compliqué de rendre ces réseaux sociaux économiquement viables. Et du coup, tout le monde est à la recherche de ça. Et finalement, on a l'impression que seul Facebook Meta est capable de le faire. Et c'est l'occasion de vous rappeler qu'iWeek est désormais aussi sur Threads, le concurrent à Twitter lancé par Meta et qui compte déjà plus de 100 millions d'inscrits en 2 semaines. La quotidienne iWeek revient demain.